Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mensuelle sur la chaîne. Il était un jeu, c'est Thomas et on va voir ensemble ce mois-ci, ce mois de septembre 2021, et bien comme toujours, mon top 3 de mes jeux favoris, les jeux auxquels on a le plus joué, les jeux qui sont sortis souvent très récemment, et aussi le petit bonus, le jeu enfant en fin de vidéo. Je sais que vous êtes friands aussi de ça, et cette fois-ci c'est un gros coup de cœur de jeu enfant aussi que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on a en stock? On a un nouveau jeu d'une nouvelle gamme de chez Yellow, attention ça va arriver. Il y a un jeu sur les oiseaux, il y avait Wingspan, il y en a peut-être un autre qui est sur le marché aujourd'hui, et je vous en ai parlé notamment avec des règles très détaillées, mais je suis sûr que vous savez de quel jeu il s'agit, mais on verra ça parce que probablement qu'il est tout en haut de ma liste. Bien comme je le suis, installez-vous confortablement, voyons ensemble mon top 3 du mois de septembre. C'est parti! Et on commence avec la place de numéro 3. C'est Yellow qui nous propose ce petit jeu, mais grande aussi par la fourberie et par la tactique. C'est Little Factory. Peut-être que le design vous rappelle un autre jeu, et bien c'est normal parce que c'est aussi un énorme jeu que j'adore. Little Town, enfin énorme, c'est une manière de parler. Ils sont tout petits, mais avec une grande profondeur de jeu. En tout cas, Little Town nous proposait le placement d'ouvriers dans toute sa pureté, on va dire, qui est pour moi un jeu très accessible, en tout cas en entrée de gamme pour profiter de ce jeu, mais il n'est pas aussi simple que ça non plus, avec une grande rejouabilité. J'adore vraiment ce jeu. D'ailleurs, je vous avais proposé une vidéo dédiée, soyez indulgents, c'était une de mes toutes premières vidéos, mais vous avez été nombreux à la voir. Et cette fois-ci, c'est pas le placement d'ouvriers dont on va parler, mais l'engine building, c'est-à-dire qu'on va devoir construire petit à petit, profiter de nos cartes pour acheter d'autres cartes qui vont nous faire acheter d'autres cartes et ainsi gagner en puissance et en monter en puissance aussi. Little Factory, je vous l'ai dit, c'est Yellow qui nous propose ça, c'est de 2 à 4 joueurs, même si, c'est pas marqué sur la boîte d'ailleurs, il y a un mode solo que je n'ai pas exploré, je peux pas vous en dire plus, à partir de 10 ans. Attention, il va falloir quand même réfléchir un petit peu pour des parties, même si la boîte est petite, 45 minutes quand même. Dans Little Factory, on arrive dans la vallée avec juste quelques pièces en poche, et la vallée est tellement riche en ressources qu'on ne sait pas par où commencer. Est-ce que les céréales vont nous fournir assez de pain? Est-ce qu'on pourra peut-être avec nourrir des vaches? Par-delà les champs de blé, on imagine déjà notre moulin tourner au gré du vent. À nous de jouer, de produire, de vendre, d'échanger, de bloquer nos adversaires et de récolter des précieux points d'influence. C'est l'introduction du livret qui nous propose ce que je viens de vous lire à l'instant. Et d'ailleurs, voilà, les règles sont très bien fichues. On arrive à très bien comprendre ce qu'on veut faire et ça reste très simple, mais pas si, pour moi, abordable que ça. Little Town, je le mets vraiment dans quelque chose d'assez abordable. Celui-ci demande quand même beaucoup plus de réflexion. On commence avec des pièces, comme c'était décrit dans l'introduction, on commence avec quelques pièces, et avec ces pièces, on va acheter une ressource primaire. Avec cette ressource primaire, du blé, de la pierre, du bois par exemple, on va peut-être essayer d'échanger cette ressource, quand on en aura plusieurs, pour acheter quelque chose d'autre. De l'échanger, pardon. On va peut-être profiter de ces ressources de base pour quelque chose de plus solide. Peut-être quelque chose qui va nous produire en masse. Par exemple, il me faudra des ressources de blé et d'argile, peut-être pour les échanger contre la vache. Cette vache va me servir peut-être à produire du lait gratuitement quand je le souhaiterai, mais peut-être aussi, si je souhaite la zigouiller, ça me fera de la viande que je pourrais utiliser une seule fois, peut-être pour faire d'autres choses. C'est comme ça que ça va monter un petit peu en puissance au fur et à mesure des tours. On aura soit le choix d'échanger de ressources pour en récupérer une autre, soit de vendre nos ressources avec la valeur de pièce qu'il y a marquée contre une autre ressource présente. Les couleurs présentes de bas en haut représentent finalement des niveaux de cartes. Plus on monte et plus elles sont entre guillemets puissantes, mais parce que les ressources sont peut-être plus difficiles à avoir. Et comme on peut le voir, il n'y aura simultanément que 5 cartes de la même couleur présentes sur le terrain. Et tout en haut, on voit les bâtiments. Le but, ça sera peut-être aussi d'essayer d'avoir ces bâtiments, parce que ces bâtiments, on pourra les activer en début de notre tour, mais aussi on pourra les activer en fin de notre tour, en dépensant ou en activant certaines autres cartes
pour produire des ressources. Mais attention, parce que ces ressources, pour pouvoir les produire, par exemple une scierie va nous produire peut-être du bois ou des planches par exemple, mais il faudra que la planche ou le bois soient présents sur le terrain. Parce que si elles ne sont pas présentes, on ne pourra pas utiliser cette action. Et c'est ça qui est quand même assez vicieux, assez technique quand même dans ce jeu, c'est qu'on va essayer d'accumuler des cartes, d'échanger, de produire, de vendre aussi peut-être, mais il faudra pour cela que les cartes soient vraiment présentes, car à chaque fois qu'on récupérera des cartes au fur et à mesure des tours, bien sûr, on va les remplacer par d'autres, et la seule manière des fois d'avoir les cartes qui vont nous manquer, c'est que quelqu'un doive la défausser, elle part dans la défausse, et ensuite quand on va la replacer, elle sera peut-être présente à un futur tour. Le but, ça va être d'accumuler des points de victoire, bien évidemment, qu'on retrouvera sur certains bâtiments, l'essentiel des bâtiments, et des fois aussi avec les capacités d'activation, on va dire, de ces bâtiments. Bref, Little Factory, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. J'avoue que j'ai préféré Little Town dans son abord, parce que aussi, ce type de mécanique-là, il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus touffus que j'ai, notamment je pense à Res Arcana, qu'on avait réellement apprécié il y a quelques temps, et auquel on joue d'ailleurs encore. Mais celui-ci est pas si facile que ça. Les graphismes très colorés, très japonais, et finalement d'ailleurs, eh bien c'est les mêmes créateurs, les mêmes auteurs derrière le jeu. Je vais vous épargner mon japonais très 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 moyen, Shun et Aya Taguchi. Bon, finalement, ça le fait plutôt pas mal. Et c'est illustré par Sabrina Miramon. Les illustrations sont strictement les mêmes que dans Little Town. On retrouve un petit peu cette ambiance très colorée, très enfantine, mais c'est pas forcément un jeu à mettre entre toutes les mains. Donc Little Factory, un engine building très efficace qui revient aux sources même de cette mécanique-là. Little Town qui revient aux sources du placement d'ouvriers. Little Factory dans l'engine building. Bref, un excellent jeu chez Yellow. C'est mon numéro 3. À la place de numéro 3, je vous ai présenté donc un petit jeu. En place de numéro 2, il est encore plus petit. C'est Piaf. Piaf, c'est Funforge qui nous propose ça. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes quand même. Et celui-ci aussi, il ne faut pas se laisser faire et avoir par les illustrations qui sont magnifiques et par le petit format. C'est très très tactique. Piaf, on va essayer de le poser. Non, il veut pas. Allez, ça a l'air de le faire. Piaf, c'est très malin. Tout commence par une mangeoire. Sur cette mangeoire, on va placer un oiseau de part et d'autre de la mangeoire, selon le nombre de joueurs. Disons que là, on fait une partie à 2, on placera donc 2 oiseaux, un oiseau de part et d'autre de la mangeoire. On a une main de départ avec des oiseaux qui vont de 1 jusqu'à 6, chacun représenté dans une couleur, chacun avec un mâle et une femelle. Le but, ça va être de faire des familles de couleurs d'oiseaux, peut-être de mettre les couples mâles et femelles dans notre jeu, et aussi de récupérer des graines qui vont nous donner des œufs. Les œufs, on les retrouve sur les cartes de nos oiseaux, on les retrouve aussi sur les graines, mais il y aura certains petits chapardeurs, des corbeaux et des écureuils notamment, qui vont tenter de nous piquer les œufs ou de nous faire défausser des cartes. Chacun notre tour, on va avoir l'opportunité de placer une carte de part et d'autre de la mangeoire. On va choisir un côté. Tout va être question de calcul dans ce jeu. Disons que sur la mangeoire, voilà, il y a un oiseau d'une valeur de 5. Si je place cette carte-ci, qui a donc de valeur de 3, le 3 est de valeur inférieure à l'oiseau qui était au-dessus. On dit qu'il est au sol. Je ne peux pas déloger donc cet oiseau, et je vais avoir l'opportunité de regarder ce qui me reste dans ma main et de poser devant moi dans mon jeu finalement. C'est ça qui va compter à la fin, c'est pas les cartes qui seront posées, c'est les cartes qu'on aura devant soi. Je vais avoir la possibilité de poser une carte de mon jeu avec, attention, d'une valeur inférieure ou égale à la carte que je viens de poser. Mais ceci parce que l'oiseau que j'ai posé est lui aussi inférieur à la carte qui était au-dessus de la mangeoire. Ok, et je vais pouvoir la poser. Très bien, on récupère pour avoir un total de 4 cartes à chaque début de tour, au suivant. Disons que mon adversaire décide de poser lui aussi une carte 3 du même côté. On fait l'addition des cartes qu'il y a au sol, donc des oiseaux au sol, ça fait 6, c'est supérieur au 5 de l'oiseau qui était en train de grignoter tranquillou ses petites graines, donc on va pouvoir le déloger. La carte 5, il la récupère, il la pose là aussi dans son jeu, pas dans sa main, dans son jeu, c'est ça qui va compter encore une fois à la fin du jeu.
Et on va pouvoir donc localiser un oiseau, et ça sera celui qui aura la plus grande valeur, et en cas d'égalité, comme c'est le cas ici, celui qui était le plus près de la mangeoire, qui va occuper cette fois-ci la mangeoire. Les autres restent au sol. Et l'écart donc qu'il y avait entre les oiseaux au sol et l'oiseau de la mangeoire, donc ici 6 versus 5, ça faisait un écart de 1, eh bien je vais monter au-dessus de la mangeoire et selon l'écart prendre la carte graine qu'il y avait. J'ai un écart de 1, je prends la première carte. Si j'avais fait un total de 7, j'aurais pris la deuxième carte, etc. 3, 4, et si on dépasse les 4, on prend dans la pioche. Vous suivez ? Voilà, ça reste assez tactique. Parce qu'après, on pourra comboter aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des cartes qui vont pouvoir s'accumuler, on va pouvoir à chaque fois donc mettre la carte la plus forte devant. Ah ben tiens, le total il est supérieur, hop, je récupère. Et ainsi accumuler davantage de cartes. Le but du jeu, donc, comme je vous le disais, on comptabilisera les cartes graines qu'on a pu récupérer au-dessus de la mangeoire. Si on est majoritaire dans une couleur, on comptera alors, et si, et seulement si, si on est majoritaire dans ou égalité dans cette couleur, on comptera tous les œufs qu'il y aura placés sur nos oiseaux. Les plus petits oiseaux n'auront qu'un œuf, et les plus gros oiseaux, qui sont plus difficiles à récupérer finalement, auront 3 œufs. Et aussi, on comptera dans chacune des catégories, pas forcément si on est majoritaire, mais chaque couple de chiffres, donc mâle et femelle dans une couleur, qu'on aura réussi à associer. Piaf! Vous avez vu les règles? Là, c'est le gros défaut du jeu. Les règles, je me suis retourné le cerveau, j'en ai discuté sur les réseaux. Il y en a plein qui n'ont pas forcément accroché à ce jeu parce qu'ils n'ont fait qu'une seule partie. Première partie, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc? Deuxième partie, c'est pas mal. Troisième partie, ça y est, on a compris où est-ce que le jeu voulait nous amener, où est-ce qu'il voulait en venir. C'est assez tactique, c'est très pernicieux. Il va falloir regarder vraiment ce que fait l'adversaire pour peut-être lui chipper l'oiseau pour pas qu'il puisse faire un couple, ou peut-être pour pas qu'il soit majoritaire dans la couleur pour la fin de la partie. C'est calculatoire, faut faire preuve d'agressivité en prenant l'opportunité de se placer, mais aussi peut-être des fois de patience en mettant des tout petits chiffres, peut-être pour laisser l'adversaire récupérer une carte qui ne fait pas du tout envie et qui ne participe pas du tout à notre stratégie, mais surtout aussi parce que la mangeoire, elle peut être occupée par des animaux chapardeurs, comme je vous disais, avec des corbeaux ou des écureuils qui vont nous faire défausser des cartes de notre collection, ou parfois même des œufs, des graines qu'on aurait récoltées, des fois avec des gros scores, donc on va peut-être essayer de ne pas dépasser l'oiseau qu'il avait déjà à la mangeoire. Piaf, franchement, on n'arrête pas d'y jouer. Ce mois de septembre, on a fait plus de 10 parties, je pense. En ce moment, c'est le jeu que je propose à tous les copains. La première partie est vraiment laborieuse, donc ça, je vous le dis. Je vais vous proposer une vidéo dédiée pour vous aider à la mise en place et à bien comprendre les règles. Mais une fois qu'on l'a amadoué, on comprend vraiment où le jeu va en venir. C'est pas un jeu si simple que ça. Il est vraiment à savourer sur la durée, d'accumuler les parties pour le savourer à sa juste valeur. Piaf, petit gazouilleur, c'était mon numéro 2. Bon, on y va pour la place de numéro 1. Numéro 1, un jeu coup de cœur de la plupart des joueurs avec qui j'ai la chance et l'opportunité de discuter. Coup de cœur aussi de certains acteurs très connus du monde ludique. Coup de cœur bien sûr à la maison. Et coup de cœur aussi bien de la plupart d'entre vous. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder cette vidéo, la dernière vidéo de règles détaillées que je vous ai proposée. Et je viens bien sûr parler de Red Rising, tiré de l'œuvre de Pierce Brown. C'est un Stone Meyer, c'est édité chez Matago. C'est de 1, il y a un mode 1 joueur, à 6 joueurs. Donc c'est ça qui est vraiment chouette aussi. Je pense qu'on va même y jouer ce soir. C'est encore pour vous dire qu'il est vraiment très très appréciable. On l'a testé à 2, 3, 4 et on va le tester à 6. À partir de 14 ans, je pense que quand même on peut y jouer avant pour des parties de 1 heure. Les règles sont extrêmement simples. Je vous laisse les regarder, checker juste ici si vous voulez les comprendre et savoir un petit peu la mécanique de ce jeu. Parce que c'est ça qui fait la force de Red Rising, ou Red Rising in English, you know. Qu'est-ce que je raconte ? C'est que la mécanique de jeu, je sais pas si ça existe dans d'autres jeux d'ailleurs, je trouve qu'elle est assez unique et assez particulière, singulière. C'est ça qui va faire aussi les grands jeux, c'est la singularité d'un jeu. La mécanique de jeu, elle est quand même extraordinaire. On part avec une base de 5 cartes en général, avec une certaine asymétrie en fonction de la faction qu'on représentera en tout début de partie. On part avec donc une main de 5 cartes, et ces cartes-là, on va essayer de les potentialiser, d'essayer
de les comboter au mieux, parce qu'à la fin, on aura aussi 5 cartes, des fois un petit peu plus, et il va falloir essayer de gagner un maximum de points avec ces cartes-là, savoir si elles peuvent se comboter, se combiner. C'est-à-dire que chaque carte va représenter une couleur, chaque couleur fait partie d'une faction bien connue du monde de Red Rising. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les couleurs, les illustrations qui sont vraiment très 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 sympas, est-ce qu'elles sont fidèles à l'œuvre initiale? Je sais pas. Je vous avoue que je connaissais pas du tout l'univers, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation de règles. Et bien sachez que je viens tout juste de me commander les bouquins. Je les ai pas trouvés en boutique là ce matin. Donc je les ai commandés et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cet univers qui a l'air extrêmement riche et qui laisse vraiment à réfléchir, en tout cas sur le mode sociétal. Je pense que c'est vraiment un reflet de la société d'aujourd'hui, avec une hiérarchie bien établie de domination et de travailleurs. Bref, c'est un petit peu ça Red Rising. Et ça se retrouve aussi dans les actions que chaque carte va pouvoir faire. Parce que chaque carte qu'on a, on pourra la défausser d'une certaine façon sur un endroit du plateau et activer son pouvoir. Ce pouvoir, voilà, en fonction de la faction, ça va se ressembler un petit peu, mais chaque pouvoir est unique, chaque carte est unique, il y en a une multitude et on ne va pas explorer la totalité des cartes dans une seule partie. C'est ça qui est vraiment très très fort, chaque partie ne ressemble à aucune autre, chaque partie est renouvelée, chaque partie qu'on fait, on a envie d'explorer, de découvrir d'autres mécaniques parce qu'on a compris peut-être quelque chose. Voilà, les couleurs vont combiner entre elles, les personnages aussi vont peut-être nous demander d'avoir tel personnage pour qu'il se combine parfaitement, ou peut-être au contraire qu'on n'ait pas du tout ce personnage ni en jeu ni dans notre main, peut-être qu'il faudra qu'il soit complètement banni de la partie pour essayer d'avoir un maximum de points, et c'est ça qui fait que le jeu reste exceptionnel. Il y a quand même une grande profondeur de jeu dans la façon d'aborder les différentes stratégies, parce que le jeu aussi va pouvoir être stoppé de manière rapide ou ralentie selon les actions des joueurs. Parce qu'il y a des critères, des conditions de fin de partie qui sont au nombre de 3. Si les 3 sont réunis, on met fin à la partie, on fait un dernier tour. Par contre, si un même joueur arrive à en réunir 2, c'est lui qui termine la partie, donc on pourra se faire avoir, ça m'est déjà arrivé, donc ça risque d'être un peu frustrant. On se dit, mais j'avais encore 2 tours pour récupérer des cartes, et finalement on n'a pas eu le temps. Parce qu'à chaque fois qu'on pose une carte, bien sûr, on va pouvoir en récupérer une, soit dans une autre maison, soit au niveau de la pioche, et activer le pouvoir de la maison où on l'aurait récupéré, ou jeter un dé. Bref, ça je vous laisse regarder dans les vidéos bien détaillées pour connaître les règles, justement détaillées comme c'est le nom le veut le dire. Red Rising, gros coup de cœur, ça va être un gros carton. Je vous en parle que maintenant, ça fait plusieurs mois que j'ai eu la chance de l'avoir entre mes mains, de pouvoir le tester et le retester. Je vous en parle que maintenant parce qu'il est sorti en boutique là tout récemment. Je pense que si ça vous fait envie, déjà la boîte, moi je trouve qu'elle est magnifique. Si ça vous fait envie, il va falloir vous jeter dessus. Il risque d'y avoir des ruptures de stock, ça c'est clair et net. Ce genre de jeu qui est attendu, avec une fanbase quand même qui est déjà là, avec des mécaniques assez nouvelles, avec des coups de cœur et des critiques souvent élogieuses, c'est sûr qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. C'est mon top 1 de ce mois-ci, c'est le top 1 de beaucoup de joueurs, et forcément, sans spoil, mais ça reste tout à fait logique, il fera partie à coup sûr de nos jeux plutôt familial quand même, de cette année. Ce qui fait la catégorisation à 14 ans et plus, c'est qu'il y a beaucoup de lectures. Les cartes, il faut les connaître, les cartes, il faut les lire, les cartes, il faut comprendre comment elles vont fonctionner. Il y a pas mal de pictographie à comprendre, des couleurs qui sont représentées sur le côté des cartes, ou les personnages aussi. Mais une fois une ou deux parties faites, on comprend aisément où le jeu veut nous amener, où est-ce qu'on doit aller pour essayer de combiner au mieux. Les scores, ils sont souvent très élevés, à plus de 250, 300, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Les cartes pour leur capacité propre, mais aussi par rapport à la combinaison et l'association des cartes qu'on aurait en main sur le terrain ou banni. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à calculer en fin de partie. Red Rising, gros coup de cœur ici à la maison, et bien sûr, il est en place de numéro 1. Les jeux pour les grands, c'est plutôt pas mal, mais voyons ensemble maintenant le jeu enfant qu'on a préféré ce mois-ci. Et c'est Gigamic qui a édité ceci. C'est une perle. Château Badabou. C'est de 2 à 4 joueurs de 5 ans à 9 ans. C'est vrai que si on vieillit un peu, les enfants ça vieillit aussi.
il risque de moins l'apprécier pour des parties rapides de 15 minutes. Château Badabou, c'est exactement le genre de jeu que j'aimais quand j'étais petit. J'avais pas forcément ce style de jeu-là à la maison, mais c'est le genre de jeu que je louais à la ludothèque, à la médiathèque à côté de chez moi, et c'est trop bien. Si vous connaissez l'île infernale, je crois qu'il est en rupture de stock d'ailleurs, un gros jeu, une grosse boîte avec une qualité de matériel qui laissait à désirer. Ici, c'est un petit peu le même principe, mais version enfant. Il y a des fantômes, ils vont devoir grimper le long de la tour hantée, du château hanté, pour être le premier à arriver en haut et être célébré roi des fantômes. Le problème, c'est que on va pouvoir emprunter au gré d'un dé de 1, 2 ou 3 cases sur un chemin qui est collé contre le château, donc sécurisé on va dire, quoique. Il y a une petite marche fissurée que si on s'arrête dessus, si on le traverse, pas de problème, mais si on doit s'arrêter dessus, on va dégringoler. Et dégringoler où ? Sur la parcelle un petit peu à l'extérieur, à l'écart du plateau, et ici c'est très dangereux parce que si le dé nous demande de tourner avec ces flèches là, de faire pivoter le château tout en haut, et bien il y a des billes qui vont pouvoir s'écouler. Il y en a 3, des fois il y en aura 0 qui couleront, qui tomberont, des fois il y en aura plusieurs, 1, 2 ou 3, voire les 3 d'un coup. Et attention, en fonction du parcours que la bille empruntera, et bien on risque de se faire catapulter et de redémarrer. Pas au début, les enfants, il ne faut pas trop les frustrer, mais au niveau de la case 0 de la parcelle. On tombe dans un petit encoche d'ailleurs qui est super bien fait. On redémarrera au niveau de cette encoche-là pour repartir et essayer d'être le premier, donc tout en haut. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Sur le dé, il y a même une petite icône de fantôme qui nous demandera donc de déplacer un des fantômes adverses. Donc à vous de jouer un petit peu les vicieux, le placer peut-être sur un chemin difficile, de le placer, le fantôme adverse, sur une marche fissurée. Bref, tous les coups sont permis et c'est ça qui est vraiment super fun. 5 ans, pour moi c'est carrément surestimé, parce que à 3 ans et demi, voire 4 ans, nous à la maison, ça passe tout seul, et même les enfants adorent y jouer tout seul. Nous, la petite, elle a 4 ans un peu plus, et elle se régale à y jouer et à le sortir, elle me le demande tous les jours. Château Badabou, c'est gros coup de cœur, jeu enfant, tellement simple, tellement chouette. La boîte qui fait aussi office de plateau de jeu, c'est super chouette. Le rangement, il se fait en 30 secondes. Le montage, il se fait lui aussi en 30 secondes. C'est juste un plaisir, on le sort vraiment très facilement. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable pour ce genre de jeu. Et le matériel aussi, il est très qualitatif. Le plastique, il est vraiment dur. Les billes, elles tombent vraiment où elles doivent tomber. Bref, c'est du bonheur. L'édition est canonissime. C'est notre jeu enfant coup de cœur de ce mois de septembre 2021. Et bien voilà les amis, j'ai été ravi de vous présenter mon top du mois de septembre 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que ça vous attire? S'il y a des questions vis-à-vis de ces jeux, je serai ravi, comme toujours, de vous y répondre le plus rapidement possible. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir cette interaction que vous me proposez, qui me prolonge un petit peu les vidéos. Je vous explique furtivement un petit peu ce qu'on peut retrouver comme sensation à l'intérieur. Et vous êtes très nombreux à me poser des questions sur des avis personnels un peu plus poussés, sur des règles un petit peu plus précises. Et comme celui-ci, quand c'est des gros coups de cœur, eh bien je vous propose même des vidéos de règles détaillées. Et vous êtes très nombreux à les mater. Donc merci, grand merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Likez, lâchez des pouces, ça m'encourage, ça me donne de la visibilité. En tout cas sur les vidéos qui vous plaisent ou qui peut-être ne vous plaisent pas. N'hésitez pas à commenter comme je vous le disais, à me suivre, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir aussi. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je peux vous proposer sur la chaîne Il était un jeu. Et comme toujours, je vous laisse avec le désormais célèbre catalogue de vidéos, avec mes coups de cœur, mes tops des mois précédents, bref, les jeux qu'on a préférés ici à la maison. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!